Bonjour, je suis Nelly Jimenez, la créatrice du podcast Le pouvoir au féminin. Bienvenue dans ce second cross de l'été avec le podcast Cash Confidence, qui accompagne les femmes dans leur parcours vers l'autonomie financière, animé par Mariana et Anna. Chaque épisode est une nouvelle conversation sincère avec des femmes qui partagent leur expérience et leur relation avec l'argent. En complément, il y a aussi des experts qui interviennent pour fournir des conseils pratiques sur des sujets essentiels, comme anticiper la retraite, faire ses premiers pas en investissement, aborder l'argent en couple, acheter sa résidence principale et plus encore. Pour ce cross, j'ai choisi l'épisode avec Clara Mollet, qui est une ancienne tradeuse devenue avocate de l'égalité au travail, dans lequel elle parle de son expérience, de son évolution, de son rapport au salaire et aux demandes d'augmentation, et surtout elle propose des leviers concrets pour permettre aux femmes de lever les freins intérieurs et extérieurs qui freinent le pouvoir d'agir. J'ai trouvé cet épisode tout à fait en accord avec les enjeux du podcast Le pouvoir au féminin, et c'est donc un plaisir de vous le partager aujourd'hui. Belle écoute! Et je dirais que le premier challenge, c'est de se réconcilier avec cet état d'inconfort. Pour moi, c'est la toute première chose dont il faut prendre conscience. Pourquoi les femmes parlent peu d'argent ? C'est fini l'époque du mari qui valait de l'ouverture du compte bancaire pour sa femme. Et pourtant, la plupart des personnes influentes dans le monde capitaliste, ce sont des hommes. Alors il est où le problème ? Je m'appelle Mariana Mergulao, j'ai fait des études en finance et j'ai créé une formation pour aider plus de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis convaincue que, pour lutter contre les inégalités de genre, les femmes doivent se sentir à l'aise pour parler d'argent. Moi, c'est Anna Nogasheva. J'ai créé une agence de communication et plusieurs SaaS pour les créateurs de contenu. J'ai un conseiller financier et pourtant, j'ai toujours du mal à investir un sou. Dans ce podcast, 2 fois par mois, on décortique ce qui bloque pour vous aider à prendre conscience des limites qu'on pourrait vous imposer. Ici, pas de conseils financiers, mais des ressources pratiques pour dépasser des blocages liés au genre. Nos invités viennent de tout horizon et partagent des très nombreux points de vue. Ensemble, on engage la réflexion. Vous écoutez Cash Confidence. Bonjour et bienvenue sur le podcast Cash Confidence. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'honorés de recevoir Clara, autrice du livre et du podcast Les règles du jeu. Bienvenue Clara. Merci. Bonjour Clara, peut-être tu peux commencer par te présenter, nous raconter un peu ton parcours. Alors, donc moi je m'appelle Clara Mollet. J'ai commencé à travailler dans un milieu d'argent, donc ça tombe bien. On est au bon endroit puisque j'ai commencé comme trader de matières premières en Amérique du Sud. Donc c'était un début de parcours assez atypique peut-être parce que c'est un petit monde, les matières premières, et c'est un monde que j'ai découvert un peu au hasard de mes stages en fait. Et je suis un peu tombée dans la marmite, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai découvert ce monde-là, je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je suis devenue passionnée en fait par ce monde des matières premières qui me faisait un peu rêver, qui devait parler un peu à mon imaginaire. Il y avait un côté un peu comme ça, lointain, un peu aventureux qui me séduisait beaucoup. Et puis le trading, j'y connaissais rien non plus. Ça s'apprend pas à l'école, le trading. C'est vraiment de la pratique et des heures de vol. Et je pense que ce qui m'attirait là-dedans, c'était l'aspect un peu, financier, l'aspect un peu comme ça, un peu risque. Je pense que ça devait m'attirer aussi un peu de faire mes armes dans un monde un petit peu où on prend du risque. Enfin, je savais pas exactement où je mettais les pieds. Je pense que j'avais pas mal d'idées préconçues aussi avant d'y arriver, mais j'étais vraiment très attirée par ce monde, parce que j'en connaissais et parce que j'en avais étudié, parce que pour le coup, j'avais fait quand même de la finance à l'école. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça a été très, très, très formateur. J'ai tout appris là-bas. Je suis arrivée, j'avais 25 ans, je connaissais rien du tout. Et 5 ans plus tard, j'avais appris beaucoup de choses, sur moi notamment, puisqu'en fait, j'étais la seule femme dans un monde d'hommes. Et quand je dis la seule, j'étais vraiment la seule. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup éduquée. En plus de m'apprendre un métier, ça m'a beaucoup éduquée à ce que voulait dire être une femme au travail, ce qui était un peu quelque chose auquel j'avais jamais réfléchi avant. Et en fait, ça m'a aussi donné envie, cette expérience-là, de m'engager sur ce sujet. Parce qu'évidemment, ça n'a pas été facile tous les jours. C'est le monde dans lequel j'étais, il y avait des choses absolument géniales. Intellectuellement, je pense que je retrouverai jamais, dans le salariat en tout cas, quelque chose d'aussi incroyable. Je pense que, c'est extrêmement stimulant, extrêmement... il y a beaucoup d'adrénaline. Enfin, c'est quand même un monde, très, très particulier là-dessus, mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps... ça m'a aussi appris à gérer beaucoup de situations pas faciles,
où le fait d'être une femme était un vrai handicap, une vraie difficulté supplémentaire. Donc ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça m'a donné envie de m'engager. Et donc mon podcast est né de ça, mon livre est ensuite né de ce podcast. Et depuis, ça fait maintenant 7 ans que je travaille sur ces sujets, je me suis jamais arrêtée de travailler à essayer de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de créer un deuxième podcast qui s'appelle le Starter Pack et qui s'adresse aux femmes pour leur donner envie d'investir leur argent, ce qui me permettait de renouer avec mes premières amours financières et en même temps de le lier à mon engagement pour les femmes parce que je suis vraiment convaincue que investir ses économies, c'est même pas sur ses économies, en fait, ses revenus, c'est vraiment le pas. On se focalise beaucoup en termes d'égalité sur l'égalité salariale, mais pas tellement sur ce qui se passe une fois que l'argent tombe sur son compte en banque. Et je crois, d'ailleurs les chiffres le prouvent, que le fait d'investir son argent, c'est absolument fondamental pour pouvoir atteindre une situation financière solide, pérenne, et être sur un véritable pied d'égalité sur le long terme avec les hommes sur le plan financier. Pour rebondir dessus sur ce que tu viens de dire, c'est quoi pour toi, du coup, être une femme au travail? C'est quoi les différences qui peuvent exister dans le milieu professionnel entre les hommes et les femmes? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le monde professionnel n'est pas fait pour les femmes? Parce que la manière dont tu le décris, on a un peu l'impression que c'est un monde d'hommes qui n'a absolument jamais été construit pour les femmes et que du coup les femmes elles doivent plus entrer dans un moule que d'entrer dans un monde qui a été conçu et fait pour elles. Est-ce que voilà, tu pourrais nous en dire plus? Et aussi, j'ai été assez frappée par ce que tu disais, que tu as eu l'impression qu'être une femme était avant tout un handicap. Est-ce que tu as réussi des exemples concrets pour appuyer ça et pour montrer que justement, ce monde-là n'était pas fait pour toi? En fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est 2 choses différentes. C'est déjà le fait que le regard qui était porté sur une femme au travail, a fortiori dans un milieu masculin, n'était pas le même que le regard qui était porté sur un homme. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte qu'en fait, j'ai démarré, c'est-à-dire le jour où j'ai été embauchée en même temps qu'un jeune homme du même âge, de la même expérience que moi. Et donc, j'ai pu aussi comparer la manière dont son travail à lui était perçu, sa parole à lui était considérée, etc., etc. Et je crois vraiment, alors effectivement, j'étais dans un monde, moi, particulier, parce qu'être la seule femme n'est pas être une femme. Être la seule femme, ça force le trait, peut-être ça met en valeur davantage un certain nombre de choses et ça permet aussi de prendre conscience plus vite de certaines choses. Je pense qu'en fait, si j'avais commencé à travailler dans un autre milieu, j'aurais fini par aboutir aux mêmes conclusions. Peut-être que ça m'aurait pris plus de temps, en fait. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'ai vraiment ressenti assez vite que, par exemple, j'étais plus volontiers assignée aux tâches un peu subalternes. Par exemple, quand il y avait quelque chose d'un peu routinier, un peu pas stratégique ou qui faisait pas gagner de l'argent, les gens se tournaient spontanément vers moi pour me le confier. Par exemple, quand il s'agissait d'envoyer quelqu'un, on était 4 juniors en même temps sur ce desk, d'envoyer quelqu'un pour faire quelque chose, par exemple un voyage de trading, ce qu'on appelait les crop tours, donc quand on allait voir les récoltes aux États-Unis ou même dans l'intérieur du Brésil, parce que je travaillais au Brésil à ce moment-là, et c'était pas forcément à moi qu'on pensait en premier. Et j'insiste en revanche sur quelque chose, c'est que je n'étais pas dans un monde qui cherchait à me nuire. Je n'étais pas entourée d'hommes qui me voyaient et se disaient « elle, c'est la fille de l'équipe, donc elle est réservée, on va la cantonner aux activités subalternes ». C'était beaucoup plus inconscient et beaucoup plus pernicieux que ça. Et c'est ça qui rend le quotidien compliqué. C'est que quelque part, si j'avais eu affaire à des hommes qui vraiment voyaient écrit sur mon front femme, fille, donc employé de seconde division, enfin, vous voyez, seconde catégorie, ça aurait été plus facile. Là, je me suis vite rendu compte que c'était un peu malgré eux, c'est-à-dire c'était des réflexes de pensée, des réflexes culturels, des réflexes, espèce de comportement atavique comme ça qui fait que quand ils me voyaient arriver ou quand ils m'entendaient parler, ils avaient tendance à moins considérer ce que je veux dire. Donc ça m'a demandé de comprendre ça, de l'accepter et de voir comment je pouvais le dépasser. Et la deuxième chose dont j'ai pris conscience, c'est au-delà du regard des autres, il y a aussi ce dont on est porteur, nous. Et même si, là encore, quand on rentre à l'échelle individuelle, quand on s'intéresse aux histoires des gens, c'est pas si simple que de dire les filles ceci, les garçons cela. Il n'empêche que, dans mon expérience à moi, ce que j'ai vu, c'est que les jeunes hommes en début de carrière avec qui je travaillais avaient une facilité plus grande que moi à se mettre en avant, à parler à la première personne, à demander ce qu'ils voulaient, à parler d'argent, etc., etc. Là où moi, je me suis rendu compte, à ma grande surprise d'ailleurs,
que j'étais porteuse d'inhibitions que je ne soupçonnais pas. Voilà. Moi, en fait, je pensais que j'étais pas du tout porteuse de ces freins intérieurs-là, que j'étais totalement capable de faire valoir mon travail, de demander ce que je voulais, etc. Et en fait, quand je me suis retrouvée en situation, je me suis rendu compte, et ça a été peut-être la plus grande prise de conscience, je me suis rendu compte que ça n'était pas le cas. Et qu'en fait, j'avais peur de me mettre en avant, je savais pas comment faire, j'avais peur qu'on m'en veuille, je culpabilisais, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être punie, en fait, quelque part. J'avais peur du regard de l'autre et j'avais peur du refus, en cas de négociation, par exemple, etc. Donc, j'étais porteuse d'énormément de peurs que j'avais pas soupçonnées. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, Anna, est-ce que le monde du travail n'est pas fait pour les femmes ? Je pense effectivement que c'est un monde qui a des codes qui demandent aux femmes de faire un choix impossible, mais qui est en fait possible. Et c'est évidemment tout l'objet de mon travail, de montrer qu'il est totalement possible. C'est que le monde du travail, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un monde qui nécessite pour progresser d'être dans une posture active. C'est-à-dire c'est un monde qui nous demande tout le temps d'aller chercher ce qu'on veut, d'aller demander, de se porter candidat, de montrer ce qu'on fait, de promouvoir nos idées, promouvoir nos résultats, demander plus d'argent, etc., etc. D'être vraiment dans une attitude où on n'attend pas que les choses arrivent seules. Le problème de ça pour les femmes, c'est que c'est évidemment un code de conduite qui est totalement opposé aux valeurs qu'on associe habituellement aux femmes et à la féminité. Ce que je dis là, c'est pas du tout mon expérience ni rien qui le dit, même si mon expérience le confirme. Les biais de genre, les biais cognitifs, c'est étudié par la sociologie depuis très très longtemps. C'est le fait de associer de manière presque inconsciente les hommes, les femmes à des valeurs particulières. Les femmes, on est associé à des valeurs bien plus passives. On est associé à la conciliance, on est associé au fait de placer l'intérêt commun avant son intérêt individuel, on est associé à la domesticité, etc., etc. Donc, on est associé à tout un tas de valeurs qui n'ont rien à voir avec le monde du travail. Donc, quand vous rentrez dans le monde du travail, tout à coup, vous vous retrouvez face à ce choix qui est « Est-ce que je joue le jeu du monde du travail qui me demande de faire tout ça ?» Ce qui suppose en plus de s'affranchir de tout ce dont on est héritière, nos années d'éducation et nos siècles d'histoire en plus. Donc c'est quand même déjà un premier affranchissement qui est assez radical et brutal. Et derrière ça, il y a ce choix qui est de se dire, mais attends, si je fais ça, comment l'autre en face va réagir ? Quel est le risque que je cours à promouvoir mon travail, à me montrer assertive, à donner mon opinion, à demander plus d'argent ? Et bien sûr qu'il y a un risque là-dessous. Le risque, c'est de transgresser en fait ces valeurs considérées comme féminines et de s'en libérer et donc de prendre le risque d'être rejetée, de déranger, d'être moins appréciée, etc. Une femme qui est au travail et qui décide de jouer le jeu du travail tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une femme qui prend le risque d'être moins appréciée, etc., etc. Évidemment, c'est un risque qui est extrêmement difficile à prendre parce qu'on n'est pas du tout fait pour... en tant qu'humain, on est aussi fait pour appartenir au groupe. Notre instinct premier, il est de comprendre comment le groupe fonctionne et de s'y conformer. Et en fait, les peurs, par exemple, pour revenir à mon expérience personnelle, les peurs dont moi j'ai pris conscience en commençant à travailler, c'est exactement celle-là. C'est que j'ai très bien compris ce qu'il fallait faire pour avancer. Le seul problème, c'est que je me suis dit, mais attends, si je le fais, comment le groupe autour de moi va réagir ? Est-ce qu'il va continuer à m'accepter ou est-ce qu'il va me rejeter ? Est-ce que je vais être punie, entre guillemets, pour faire ça ? Donc, est-ce que le monde du travail est fait pour les femmes ? De ce point de vue-là, pas vraiment. Ce que ça nécessite pour les femmes, c'est d'accepter ce risque-là, d'accepter cette transgression-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit une newsletter qui s'appelle Transgression, parce que pour moi, c'est le nœud de l'intrigue, en fait, cet inconfort permanent lié au fait de savoir à un niveau plus ou moins inconscient qu'on désobéit, en fait. On désobéit à la place qu'on nous a assignée. En tant que femme, on transgresse en permanence quand on joue le jeu du monde du travail. Et ensuite, il y a un autre truc qui est quand même très important à aborder. Est-ce que le monde du travail est fait pour les femmes ? Il y a aussi toute la question de la parentalité. Enfin voilà, après, le thème est extrêmement vaste, mais le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui, alors on est à une période intéressante parce qu'il est en pleine transition, le monde du travail. On voit quand même beaucoup de réformes, disons, plus ou moins naturelles qui sont en train de se passer avec de plus en plus de flexibilité, de plus en plus de... Enfin voilà, en France, on arrive petit à petit à comprendre que la flexibilité, ça peut être un progrès et qui peut permettre aussi aux femmes de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Mais le monde du travail aujourd'hui, tel qu'il existe, culturellement,
il n'est pas fait pour une femme, et d'ailleurs les chiffres prouvent que les femmes, elles décrochent à 2 niveaux en tout début de carrière. Premier passage au niveau managérial et premier enfant. Et ça, en moyenne, quand vous prenez un pays comme la France, ça arrive dans les 5 premières années d'une vie professionnelle. Pourquoi est-ce que les salaires et les niveaux hiérarchiques décrochent à ce moment-là ? Parce que le premier niveau managérial, c'est exactement ce dont on parlait, il nécessite d'être déjà dans ce jeu de promotion, de créer les alliances qu'il faut dans l'entreprise, de demander plus d'argent, etc., ce qui est compliqué pour les femmes, comme je viens de le dire. Et puis le deuxième enfant, là, il y a décrochage total parce que c'est compliqué dans une structure rigide où il y a un présentiel de telle heure à telle heure et une flexibilité quasi nulle sur le long terme. Évidemment, le décrochage est encore plus grand à mesure que vous avez des enfants. Deuxième, troisième, c'est vraiment des décrochages massifs. Donc, si vous prenez juste cette perspective-là, la réponse est non. Le monde du travail aujourd'hui, il n'est pas suffisamment fait pour les femmes. C'est une longue réponse à une très, très intéressante question. Non, mais c'est très intéressant et je pense qu'il y a plusieurs aspects dans ta réponse que j'aimerais bien revenir plus en détail. Je pense que la première chose, c'est cette conscience de tous les freins et tous les biais qu'on peut avoir normalement en conscient. Et c'est quelque chose qu'on apprend et aussi j'aime bien ton approche de c'est quelque chose qu'on apprend en permanence. Parce que quand je pense combien de fois moi-même j'ai déjà me posé la question de est-ce que c'est que dans ma tête, est-ce que c'est parce que je suis une femme ou pas, et donc en fait le premier pas c'est vraiment de se remettre en question mais après on voit qu'en fait c'est pas juste lié au travail mais c'est lié aussi au genre, à plusieurs critères. Et du coup, cette conscience pour pouvoir changer, c'est quelque chose d'assez importante. Et par rapport à ça, justement, j'ai 2 questions. Donc la première, c'est quels sont les freins concrètement que les femmes elles peuvent avoir et pour que nos auditrices elles puissent aussi soit s'identifier et on peut se réfléchir par rapport à ça. Mais aussi, j'aimerais bien comprendre comment l'éducation financière qu'on a, ça peut aussi impacter tous ces, genre être la conséquence et être impacté par tous ces biais qu'on a dans le milieu professionnel et comment ça peut impacter aussi notre rapport à l'argent en se basant sur une éducation financière qu'on peut ou on peut pas avoir. Pour répondre à la première partie de ta question sur les freins que les femmes sont susceptibles de rencontrer en début de carrière, je dirais que dans les grandes lignes, moi, les femmes avec lesquelles je discute et les grands sujets qui reviennent tout le temps, c'est la promotion de son travail. Comment je fais pour promouvoir mon travail ? Comment concilier le fait de demander ou de promouvoir quelque chose et cette fameuse quête de perfection dans laquelle on est nombreuses à être prises ? Et la question de l'argent. Comment je fais pour parler d'argent ? Ça, par exemple, c'est des questions qui reviennent souvent. Et donc, je dirais que plus que des difficultés liées à l'environnement extérieur et à l'attitude des gens autour de nous, encore une fois, c'est ce que je mentionnais un petit peu au début, ça peut arriver évidemment d'avoir des managers qui vont avoir plus tendance à confier à des jeunes femmes des tâches subalternes, là où ils vont avoir tendance à plus confier des tâches stratégiques aux jeunes hommes. Il peut y avoir dans une réunion plus tendance à... on est plus susceptible de rencontrer des situations où on nous coupe la parole, où on discrédite un peu ce qu'on a fait, on a l'impression que notre travail est nié. Mais plus que ces situations-là, je dirais, je trouve que c'est les freins intérieurs et la manière de s'affranchir de ces fameuses peurs qui sont totalement justifiées. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour développer cette question des biais et cette espèce de choix qu'on ressent comme impossible, parce que c'est vraiment le nœud de l'intrigue. Je trouve que c'est comment se réconcilier avec cet inconfort. Les questionnements qui reviennent tout le temps, c'est « je me sens pas légitime pour faire ça, comment je fais pour me sentir légitime, comment je fais pour m'autoriser à faire ci ou ça, etc. » Et en fait, la première réponse, c'est « vous ne vous sentirez jamais légitime ». Le fameux syndrome de l'imposteur, il ne s'envole pas, en fait. Il reste tout le temps. Et je crois que c'est une illusion de penser qu'un jour, au cours de sa vie professionnelle, on va se réveiller un matin et on va se dire « ah, aujourd'hui, ça y est, je me sens pleinement légitime à négocier mon salaire. Je me sens pleinement légitime à demander cette promotion. C'est bon, j'ai fait mes preuves. » En fait, ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, les études montrent que le syndrome de l'imposteur, il augmente avec le niveau de compétence. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va vous accompagner que quelque chose dont vous allez vous débarrasser. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, très important d'avoir en tête que c'est absolument normal de douter. C'est absolument normal de ne pas se sentir confortable et sereine. Et je dirais que le premier challenge, c'est de se réconcilier avec cet état d'inconfort. Pour moi, c'est la toute première
chose dont il faut prendre conscience. Après, une fois qu'on a dit ça, comprendre que, par exemple, promouvoir son travail passe par des toutes petites choses tous les jours. Donc, promouvoir son travail, ça passe par des choses comme poser des questions, rendre compte de ce qu'on fait un peu tous les jours, informer les gens autour de nous de ce qu'on fait. En fait, c'est rester dans le paysage mental des gens autour de nous. C'est pas montrer qu'on est la meilleure une fois par an. C'est pas tout miser sur une conversation une fois par an. En fait, là, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la passivité versus le fait d'être dans une position beaucoup plus active. Comprendre qu'en fait, vous pouvez verbaliser vos frustrations. Vous pouvez verbaliser vos envies. Vous pouvez même verbaliser vos ambitions avant même que les occasions soient là. En fait, votre manager, c'est pas une figure du commandeur que vous pouvez pas questionner, avec qui vous êtes dans un rapport totalement vertical et avec qui vous pouvez pas échanger, discuter, etc. Un bon manager, et si vous êtes les personnes qui nous écoutent, si vous êtes en position de management, vous le savez très bien, c'est beaucoup plus facile de manager des gens qui vous parlent que des gens qui ne vous parlent pas, même qui vous parlent pour vous dire des choses qui ne vont pas. Donc allez voir votre manager et lui dire: écoute, voilà, sur ce dossier, je suis en difficulté, qu'est-ce que t'en penses? Il s'est passé ça lors de la réunion, j'ai pas vraiment apprécié la manière dont mon travail a été considéré, j'aimerais bien que la prochaine fois, ça se passe autrement. J'ai entendu parler de cette opportunité, je sais que c'est pas pour tout de suite, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, j'aimerais beaucoup être à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu peux m'aider à y arriver? Dans la vie quotidienne au travail, il y a plein de moments qui peuvent se passer pas très bien ou pas comme on aurait voulu, où on n'a pas la bonne réaction, où les gens autour de nous ne se comportent pas comme on aurait aimé qu'ils se comportent. C'est pas très grave. Parce qu'il y a toujours la possibilité ensuite d'aller voir les gens, de discuter, de répéter, de faire valoir ce qu'on voudrait, de rétablir l'équilibre. Donc ne pas s'enfermer dans des situations comme si les choses étaient irréversibles. C'est très très rare les choses irréversibles au travail, surtout en tout début de carrière. Donc je dirais que verbaliser ce qu'on a et ne pas penser que les gens autour de nous lisent dans nos pensées, savent ce qu'on fait, savent exactement ce à quoi on aspire, savent aussi l'étendue de nos efforts, de notre créativité, de notre matière grise, tout ce qu'on a mis de nous dans tel ou tel travail, les gens ne savent pas. Et justement, par rapport à l'éducation financière, du coup, quel est le lien entre éducation financière et milieu professionnel? Alors, l'éducation financière, il y a une grande différence entre les hommes il y a 2 grandes différences entre les hommes et les femmes par rapport à l'argent, de ce que j'ai pu constater. Alors, évidemment, l'éducation financière, si on prend un pays comme la France, l'éducation financière des garçons n'est pas du tout la même que celle des filles. Ça s'explique de 1000 manières. La plus évidente étant que l'histoire des femmes avec l'argent est quand même très très récente en France. Donc la manière dont on positionne les filles, même au sein d'une famille par rapport à l'argent, n'est pas du tout la même, encore aujourd'hui, que celle dont on positionne les petits garçons. Il y a plein d'études par exemple, qui étudient le rapport des enfants par rapport à l'argent de poche. C'est très intéressant de voir à quel point l'argent de poche, l'âge du premier argent de poche, c'est vers 11-12 ans, 10-12 ans à peu près. Dès les premières années, les garçons reçoivent un peu plus et les filles reçoivent l'équivalent de la différence en cadeaux. Donc on a tendance à faire plus de cadeaux aux filles qu'aux garçons. On a tendance à placer les garçons, par exemple, dans des postures beaucoup plus encore une fois, actives par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'on va leur donner de l'argent contre des tâches, par exemple. On va leur apprendre à être beaucoup plus... Voilà, on va leur parler d'argent beaucoup plus tôt. On va les mettre en position de responsabilité par rapport à l'argent beaucoup plus tôt, etc., etc. C'est beaucoup plus facile de parler d'argent quand on vous en a un petit peu parlé toujours. Et je crois que parler d'argent, c'est vraiment la première étape, déjà pour bien négocier, je vais y venir, et pour aussi casser un peu le tabou de l'argent au travail. C'est une grande hypocrisie, tout ça, parce que tout le monde ne pense qu'à ça au travail, évidemment. C'est le sujet qui occupe tous les esprits, mais personne n'en parle jamais. Et donc, se mettre un petit peu... c'est un petit peu comme l'histoire de la promotion de son travail, se mettre un petit peu dans la posture où on va parler d'argent, pas forcément demander de l'argent. Parler d'argent, parler de chiffres, poser des questions. Là aussi, d'une façon générale, poser des questions, c'est votre botte de Nevers. Vous n'êtes jamais perdante si vous posez des questions à quelqu'un, si vous lui demandez conseil. Donc, par exemple, allez voir les RH, allez voir même votre supérieur et poser des questions sur la culture de la maison en matière de rémunération, sur ce que vous pouvez attendre en termes de progression à horizon 2-3 ans. En fait, même si vous n'avez même pas besoin de la réponse au moment où vous posez la question, vous vous exercez à parler d'argent. Donc, à mettre le sujet sur la table, à envoyer à votre interlocuteur le signal que c'est un sujet qui est important pour vous et que c'est pas un non-sujet qui vous passe au-dessus du sifflet.
et à prendre des renseignements, ce qui est beaucoup plus facile quand il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'évidemment, si on attend la conversation de fin d'année où on mise tout sur un quart d'heure de conversation, une demi-heure de conversation pour jouer sa promotion, son augmentation, etc., ça met un enjeu tellement grand sur cette conversation que c'est la recette pour ne pas y arriver. Et pour revenir à ta question de départ entre les hommes et les femmes, quelque chose qui me semble fondamental et qui est, à mon avis, une très bonne chose pour avoir en tête ensuite pour demander de l'argent. Je ne crois pas, même s'il y a des différences d'éducation, je ne crois pas que les hommes soient tellement plus à l'aise avec le fait de demander de l'argent. Je crois pas à ça. Je crois que les hommes aussi, quand il s'agit de pousser la porte de leur management et de demander une augmentation, je pense que c'est pas très confortable comme moment pour eux non plus. La différence entre les hommes et les femmes sur ce sujet, c'est qu'un homme qui vient demander une augmentation, il est dans sa fonction sociale. Parce qu'un homme qui travaille est encore perçu aujourd'hui, là encore de manière plus ou moins consciente, comme le pourvoyeur du foyer. Il travaille et il gagne de l'argent parce qu'il a une famille à charge, une maison à payer, des études à anticiper, des factures, etc., etc. Dans l'inconscient collectif, le salaire des femmes reste le salaire d'appoint. Ça reste de l'argent de poche, en fait. Une femme qui gagne de l'argent n'est pas en posture de pourvoyeuse du foyer. Elle est en posture de quelqu'un, qui gagne de l'argent, mais est-ce qu'elle en a vraiment besoin si elle est mariée, finalement ? Je parle de l'inconscient, il y a peu de gens qui raisonnent vraiment comme ça, mais ça reste des marqueurs qui sont vraiment très ancrés. Et du coup, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est qu'un homme qui va demander de l'argent, il n'est pas du tout perçu de la même manière. Sa demande n'est pas du tout reçue de la même manière. Et par ailleurs, lui-même n'est pas dans des questionnements tellement intimes par rapport à l'argent. Je crois que les hommes, ils arrivent à être dans un rapport beaucoup plus objectif à leur salaire. Donc plutôt que de se perdre dans des questionnements insolubles de « est-ce que mon salaire reflète ma valeur ? Est-ce que j'ai le droit de demander cette augmentation parce que ça reflète exactement l'apport, la valeur que j'ai apportée à l'entreprise cette année, etc., etc. » Eux, ils sont beaucoup plus dans des choses objectives de combien j'ai besoin pour payer mes factures, de combien j'ai besoin pour assurer mon train de vie. J'ai un nouvel enfant qui arrive, j'ai donc besoin de plus d'argent. C'est un chiffre qui est très intéressant, c'est de voir qu'une femme, quand elle a un enfant, en moyenne, son salaire baisse de 4 points alors que celui de son mari augmente de 6. Parce qu'en fait, un nouveau papa, il a des charges supplémentaires et c'est accepté de cette manière-là par la société. On lui accordera plus volontiers une augmentation. Une mère, c'est tout à fait une autre histoire. Et donc, je pense que se mettre dans une posture comme ça, beaucoup plus objective, beaucoup plus froide en fait, par rapport à l'argent, de se dire, moi, mes obligations financières, c'est ça. Ma famille ressemble à ça, j'ai tant d'enfants. Ça veut dire que dans telle année, je vais avoir ceci, cela à payer, les vacances, que sais-je, peu importe. Donc, d'être dans des choses beaucoup plus objectives et matérielles, ça dépassionne un petit peu la conversation et ça évite de se retrouver prise dans des questionnements qui sont impossibles. Parce que moi, j'entends beaucoup de femmes qui disent « Mais comment est-ce que je peux savoir que j'ai le droit de demander cette valeur-là par rapport à ma valeur ?» En fait, c'est pas du tout la question. C'est une très, très, très mauvaise question, ça. C'est une question impossible. Donc, être comme ça dans un rapport beaucoup plus froid, c'est une vraie différence, je crois, entre les hommes et les femmes. Et je pense que ça, pour le coup, on aurait raison de s'en inspirer. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'il y a un moment dans la vie où les femmes deviennent meilleures négociatrices, c'est quand elles deviennent mamans. Parce que tout à coup, quand on a un enfant, déjà nos charges explosent, nos charges financières, et tout à coup, on ne négocie plus pour nous, on négocie pour quelqu'un d'autre. Et ça aide. Parce que, encore une fois, on sort de ce questionnement sur sa valeur intrinsèque, etc. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant à aller chercher, même si on n'est pas maman, même si on n'est pas marié ou que sais-je, mais d'essayer d'être beaucoup plus froide et distante et objective par rapport aux sommes qu'on demande et ne pas oublier que le monde du travail est un marché où nos compétences ont une vraie valeur, donc une valeur de marché qui n'a rien à voir avec nous en tant que personne. C'est super intéressant et très très riche aussi, je pense. Et par rapport à justement cette question de valeur, comment est-ce que toutes ces choses-là sont construites dans notre parcours de femme ? Pourquoi est-ce qu'en tant que femme, je me reconnais exactement dans ce que tu dis, d'avoir plus de facilité pour demander pour les autres que pour demander pour soi. Pourquoi est-ce qu'on a plus de facilité ? Pourquoi est-ce qu'on est considéré comme un complément de l'homme et pas forcément une personne à part entière dans le salaire qu'on reçoit et dans ce qu'on touche ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à avoir une approche beaucoup plus froide et pragmatique du marché du travail ? Est-ce que tu aurais des billes un peu de comment est-ce que ça se construit ?
Et du coup, potentiellement, dès lors qu'on comprend mieux comment ça se construit, comment le déconstruire? Parce que je suppose que s'en rendre compte n'est pas toujours suffisant. Comment est-ce qu'on va plus loin que juste le réaliser et avancer là-dedans? Sachant aussi que tu vois, pour citer un exemple personnel où je me reconnais dans ce que tu dis, dans considérer ça avec une froideur et d'y aller, même le reconnaître, approuver tes propos et sentir que c'est juste. Ce n'est pas ça qui permet de passer le cap et d'agir de la sorte sur le marché du travail. Ça reste très difficile. Et c'est vrai aussi que par rapport à ce que tu disais, que les hommes aussi, ils ont un peu peur d'y aller et d'en parler. Les hommes le laissent moins paraître parce que souvent, ils ont aussi cette habitude et c'est aussi un peu un comportement social de paraître certains dans ce qu'ils font et de ne pas forcément montrer leurs faiblesses ou leurs failles. Et du coup, je trouve que cela crée autant plus de pression que de voir des personnes en face qui sont soit du coup très assurées pour négocier. Et parfois, c'est aussi des femmes qui adoptent ce comportement très masculin et qui sont très assertives sur ce qu'elles ont envie d'avancer et qui font même presque peur maintenant aux autres. Et en fait, j'ai vraiment, pour mieux reconstruire la question, j'ai l'impression qu'il y a un peu un tout ou rien. Soit, du coup, on rentre dans une approche très froide, on négocie son salaire, on adopte du coup une approche très masculine en tant que femme et on est très assertive et on fait peur aux autres. Soit on a peur de tout et on n'a pas envie d'y aller et on n'ose pas, mais il n'y a pas forcément un juste milieu qui n'est pas bourrin un point sur la table, mais qui n'est pas non plus j'ai trop peur et je vais jamais y aller. Donc, est-ce qu'il existe un juste milieu et comment est-ce que justement on déconstruit et on ose faire ça? Et est-ce que le seul moyen pour les femmes d'y arriver, c'est d'adopter un comportement 100% masculin et de frapper du poing sur la table pour réussir à obtenir ce qu'elles cherchent? J'adore cette question parce que ça me permet de revenir au cœur du sujet qui me passionne tellement et de cette histoire de transgression, en fait. En fait, c'est très juste ce que tu dis. Alors, d'où ça vient, en fait, tout ça? Je crois qu'un point de départ intéressant et pertinent, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ces fameuses valeurs qui sont devenues ce qu'on a appelé des biais de genre, mais qui nous ont permis, en tant que société, de définir le genre. Comment est-ce qu'on a défini les genres? À quoi on associe le féminin, les femmes, et le masculin, les hommes? Les femmes, on les a associées, je ne vais pas refaire toute la manière dont ces choses-là se sont formées, mais il faut remonter évidemment très très loin, mais le rôle social et la figure féminine dans nos sociétés, elle correspond à la domesticité, aux soins, à la considération pour l'autre, à l'intérêt du groupe. Donc c'est une figure à la fois de don, c'est une figure aussi un peu sacrificielle, parce que ce n'est pas une figure qui pense à ses intérêts propres, mais qui fait passer les intérêts du groupe avant les siens. Et si on transpose toutes ces valeurs-là à un contexte un peu plus contemporain et professionnel, ça donne aussi des attentes en termes de comportement qui sont un comportement conciliant, un comportement qui va chercher la concorde plutôt que le conflit, de la douceur et de la constance dans l'humeur, etc., etc. Ce sont les valeurs dites féminines qui ont créé les attentes de la société vis-à-vis des femmes, de leur attitude, de leur comportement, de la manière dont on était censé se comporter pour s'intégrer, pour rester intégré au groupe. C'est notre fonction sociale. Et de l'autre côté, il y a les valeurs considérées comme masculines, de l'action, de la conquête, de tout ce qui se passe en dehors de la maison, en gros, des affaires du monde. Et si on transfère encore cela à un monde plus contemporain et professionnel, ça donne de l'assertivité, du leadership, du charisme, etc., etc. Et ça donne même les fameux biais par rapport par exemple, les matières littéraires versus matières scientifiques. En fait, c'est tous ces biais qui sont très originels, très anciens, très constitutifs de la manière dont notre société s'est créée, ont été, au fil des ans, transposés à tout ce que les époques avaient de contemporain en termes de progrès, en termes d'évolution sociale, etc. Donc, dans le monde de l'entreprise dans lequel on est, une femme qui sort de ce rôle passif de concorde, de fait de privilégier l'intérêt collectif au sien, elle n'est pas considérée, elle dérange. Ça dérange. Donc, une femme qui va dire je veux, je vaux plus d'argent, je ne suis pas d'accord, etc., etc., c'est une femme qui est en rupture avec ces fameuses valeurs considérées comme féminines. Et donc, les biais de genre, c'est quoi? Le biais de genre, c'est quelqu'un qui va naturellement associer une femme qui rentre dans une pièce à toutes ces valeurs et qui, en plus, va être extrêmement dérangé de constater que cette femme n'est pas conforme à ces valeurs. Voilà. Et ensuite, il y a tout ce qui s'ensuit en termes de comportement désagréable vis-à-vis des femmes qui transgressent ces valeurs, ces femmes qui s'affranchissent, en fait, de ces valeurs et qui disent « mais moi, en fait,
le monde du travail fonctionne comme ça, mais moi j'ai envie en fait d'avancer, de progresser dans ce monde du travail. Donc je vais promouvoir mon travail, je vais demander plus d'argent, je vais parler de ces sujets, je vais exprimer mon opinion, je vais vous dire quand je suis pas d'accord. En prenant le risque de déplaire, en prenant le risque d'être désapprouvé par le reste du groupe. Et en fait, évidemment, pour revenir à la question de l'argent, c'est la transgression ultime. L'argent, parce que c'est un domaine, et c'est particulier en plus l'argent, parce qu'on pourrait dire oui, mais dans plusieurs sociétés, les femmes tiennent le budget de la famille, elles tiennent le cordon de la bourse, etc. C'est vrai, mais c'est toujours une histoire de domesticité. Et donc l'histoire là-dedans, quand tu prends le cas d'une négociation salariale, ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, on fait face tout le temps à ce même dilemme. Est-ce que j'y vais et je prends le risque d'être rejetée, désapprouvé, ou est-ce que j'y vais pas et j'achète la paix sociale et je reste et mon capital sympathie n'est pas entamé. Donc c'est normal. D'ailleurs, il y a eu un débat il y a quelques années qui est très très intéressant sur les écarts de salaire. Les fameux écarts, les fameux 9-10% qui ne sont pas expliqués entre les hommes et les femmes, ni expliqués par les choix d'orientation, par le temps partiel ou autre. Et il y avait des gens qui disaient, c'est simple, elles demandent moins. Et il y en avait d'autres qui disaient, non, elles demandent, mais quand elles demandent, elles obtiennent moins ou elles n'obtiennent pas. Et en fait, les deux sont vrais. Parce qu'en fait, les deux procèdent exactement de la même chose dont je parle maintenant, qui est qu'en fait, une femme qui va demander de l'argent, soit elle s'auto-saborde, elle s'auto-censure parce que par peur d'y aller et par peur des représailles, soit elle y va quand même, sauf qu'en face, elle n'est pas du tout reçue. C'est pas toujours bien reçu, une femme qui demande de l'argent. Donc en fait, les femmes, elles ont raison, quelque part, d'avoir le pied sur le frein. Elles ont raison de croire qu'il y a un risque là-dessous, parce qu'il y en a vraiment un. Encore une fois, ce mot de transgression, je ne l'ai pas du tout choisi au hasard. Il y a quelque chose d'extrêmement radical là-dedans. De dire, mais en fait, moi, vous m'attendez à cet endroit, sauf que moi, je vais à cet endroit-là. Et tant pis si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est pour ça que je reviens à cette histoire d'inconfort permanent. Moi, je n'ai pas la réponse sur la stratégie entre est-ce qu'il faut faire comme les hommes ou est-ce qu'il faut faire comme les femmes. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait. Parce que, quoi que vous fassiez, vous allez vous heurter au fait d'être une femme et au regard que la personne en face de vous va poser sur vous au moment où vous demandez de l'argent. Moi, je ne sais pas qui est cette personne. Si ça se trouve, elle va très bien le prendre, mais si ça se trouve, elle va très mal le prendre parce que ses biais à elle sont placés à cet endroit-là, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Donc, finalement, moi, la réponse que j'essaye d'apporter aux femmes, c'est de leur dire, en fait, déjà ne pas spéculer sur la réaction de la personne en face, parce que ça, vous n'en saurez jamais rien, mais surtout d'y aller quand même. Clara, en fait, comment pousser les femmes du coup à passer le cap? Parce que moi, un peu à titre perso, la semaine dernière, c'était la dernière semaine que moi j'étais en tant que salariée. Et en fait, c'était une semaine que j'ai entendu plusieurs fois les gens qui me disaient tu as beaucoup de courage et me demandaient si j'avais pas peur. Donc en fait, à chaque fois, c'était un peu cette combinaison de peur et courage que c'était presque comme si les gens avaient peur pour moi, quoi. Et du coup, je vois à quel point c'est un peu cette idée de j'attendais pas ça de toi, ou c'est pas attendu que une femme latina va passer le cap de entreprendre en France, parce que je vois qu'en fait, les statistiques, elle est complètement contre moi, quoi. Et du coup, comment pousser quand même les femmes à aller vers l'action? Et quelles sont un peu les suggestions un peu concrètes qu'on peut donner à nos auditrices? Déjà, je crois que les gens souvent parlent avec leur peur. C'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui te donne un conseil ou qui te dit quelque chose, ça a très peu à voir avec toi et beaucoup avec lui. Et peut-être qu'en fait, les gens qui te disent « tu as beaucoup de courage, bravo », eux-mêmes te parlent de leur peur plutôt que toi du risque que tu es vraiment en train de courir. Ça, c'est quand même quelque chose auquel je crois vraiment et qui est une constante et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, parce que parfois, les gens n'ont pas du tout les réactions qu'on attendait, mais souvent ils parlent avec leur peur et pas vraiment avec ce qu'ils pensent de toi, et encore moins avec ce que tu es ou qui tu es. Ensuite, moi je crois vraiment aux histoires individuelles, c'est-à-dire tu vois, tu dis les chiffres sont contre moi, latina, entreprendre en France et tout. Moi, quand je suis partie au Brésil, je sais pas exactement quel âge vous avez, mais j'avais 24 ans, je parlais pas un mot de portugais. J'avais 2000 € d'économie, je connaissais personne, j'avais pas de travail. Les chiffres étaient clairement contre moi. Mais moi, j'étais certaine que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Je n'aurais rien tenté d'autre. J'étais absolument convaincue, mais physiquement convaincue. Mon corps me parlait, me disait... Enfin, c'était limpide dans ma tête. C'était ça le truc. Et après, j'ai travaillé comme une dingue. C'est-à-dire que, par exemple, avant même d'arriver, de prendre mon avion,
j'avais contacté tout ce que San Paolo faisait de trader de matières premières et j'avais 15 jours d'entretien déjà. C'est-à-dire que j'avais tous les jours, pendant 2 semaines, j'avais déjà un entretien. Donc, j'ai vraiment bossé. Donc, le travail, quand même, ça reste une valeur assez sûre, je trouve. Un conseil qu'on m'avait donné, moi, il y a quelques années, que je trouve tellement bon, c'est écoute ton corps. En fait, ton corps, quand ta tête ne sait pas, ton corps, lui, il sait toujours. Et donc, si tu écoutes ça, je trouve que quand on est perdu, souvent quand on doit prendre des décisions comme ça professionnelles, j'accepte pas, c'est le moment, c'est pas le moment, financièrement, je suis déjà, je sais pas quoi, tellement débordée et tout. Souvent, on sait même pas en fait. Mais je crois qu'écouter son corps, en fait, le corps en général, il se trompe pas. Et quand on sent que c'est par là qu'il faut aller, en général, c'est la bonne décision. Donc bravo pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors pour la question de l'argent, de comment demander de l'argent, etc. Déjà, comprendre que la première étape avant de demander plus d'argent, c'est de s'entraîner à parler d'argent, sans demander de l'argent. En dehors des fameuses conversations de fin d'année, indépendamment de tout type d'évaluation ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus facile de parler d'argent quand vous n'avez rien à demander que quand vous avez tout à demander. Donc s'entraîner à parler d'argent de manière un peu informelle et quotidienne, pas tous les jours, mais je veux dire de manière comme ça, légère. Je trouve que c'est une très bonne manière de s'exercer à mettre le sujet sur la table. Et encore une fois, posez des questions. Vous n'êtes jamais perdante. Quand vous placez la personne en face de vous en position de vous aider, de vous éclairer, de vous apporter un peu son expérience, vous le flattez narcissiquement, c'est très flatteur pour la personne, vous ne pouvez jamais perdre. Donc, allez voir quelqu'un et lui dire, écoute, je viens d'arriver dans cette boîte, je connais pas bien la culture, à ton avis, comment ça se passe, au bout de combien de temps je peux commencer à parler d'argent? Ça, c'est une première manière de faire, par exemple. Aller voir les RH et dire, est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer? Voilà, j'ai passé ma période d'essai ou je sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer sur la politique de la maison en termes d'évolution salariale, en termes de promotion? Vous posez la question. Après, la personne vous répond pas, elle est sympa, elle est pas sympa. En fait, ça n'a pas d'importance parce que vous vous mettez dans la dynamique. C'est vous qui compte. C'est ce qui compte. C'est pas la personne en face de vous. Après, en général, dans ces conversations-là, on entend des choses pas très agréables, du genre « t'es trop jeune, fais tes preuves, tu viens d'arriver pour qui tu te prends ou que sais-je ». Admettons. Renverser la chose et dire « Ok, alors je comprends que pour cette fois-là, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses comment tu vois les choses pour la suite ?» Tourner les choses de manière vraiment à mettre la personne, c'est un peu « aide-moi à t'aider », mettre la personne en position de vous répondre et de vous apporter un peu sa lumière. Donc, de lui dire « Écoute, voilà, moi… j'adore mon travail ici, j'adore collaborer dans cette équipe, j'ai envie de rester, mais pour moi, c'est important d'avoir des opportunités. Comment tu vois les choses ? Et rester dans le dialogue, etc. C'est pas miraculeux, mais ça permet de pas être trop émotionnel dans l'émotion. L'argent, vous le savez, vous avez créé votre podcast là-dedans, l'argent, c'est un sujet extrêmement émotif. On a l'impression que c'est une discipline froide, n'est-ce pas ? Mais en fait, c'est extrêmement intime. Tout le monde a une histoire avec l'argent. Et en plus, l'argent, ça renvoie à notre éducation, à notre histoire familiale, à notre fameuse valeur intrinsèque parce qu'on place l'argent pas du tout au bon endroit, etc., etc. Donc en fait, on ne parle que d'intime. Donc se souvenir aussi que quand on parle d'argent, on ne connaît pas l'histoire de la personne en face de nous avec l'argent. En fait, il y a quelques années, j'étais à une conférence justement sur les femmes et l'argent et l'investissement. Et la dame qui animait cette conférence, c'était une grande reporter d'un grand journal français. Super belle carrière, elle avait, je sais pas, peut-être une petite 50aine d'années, mais elle avait vraiment une magnifique carrière de journaliste, etc. Et elle nous racontait une anecdote personnelle et elle nous disait, voilà, moi, un jour, je me suis retrouvée à la machine à café avec un collègue et je sais pas ce qui nous a pris, on a commencé à parler d'argent. Et en fait, j'ai pris conscience ce jour-là que je n'avais jamais demandé d'augmentation de ma vie. Donc ça faisait peut-être 30 ans qu'elle travaillait, 25 ans. Donc, elle avait évidemment eu des évolutions de salaire un peu naturelles, mais elle n'avait jamais demandé plus d'argent, justifié, essayé de négocier quoi que ce soit. Et donc, elle s'est rendue compte à cette occasion-là qu'elle avait une différence de salaire avec son collègue de 3 fois. C'est-à-dire que lui gagnait 3 fois plus qu'elle pour un poste équivalent, le même nombre d'années de carrière, etc. Donc là, évidemment, elle est tombée à la renverse et donc elle l'a questionnée. Elle lui a dit « Mais attends, c'est quoi le truc ? Comment t'as fait ? Comment t'as fait pour négocier toutes ces années ? Moi, je sais pas faire, etc. » Et elle lui dit « Mais tu demandais, c'est quoi ? C'est tous les combien ? Tu y allais tous les combien de temps, etc. » Et le type lui répond « Je sais pas, peut-être toutes les semaines. »
Et là, elle retombe de sa chaise, elle lui dit « Mais quoi, toutes les semaines ? Mais attends, c'est du harcèlement ton histoire. Je vais pas aller demander une augmentation toutes les semaines, les gens vont me ficher dehors, etc. » Et là, son collègue la regarde, lui-même un peu incrédule, et lui dit « Mais attends, à quoi tu t'attends ? Qu'est-ce que tu espères obtenir si tu n'es jamais le caillou dans la chaussure ? Nous, on a tendance à croire qu'on va être récompensé pour notre bonne humeur, pour notre bonne volonté, qu'on va être récompensé. C'est toujours ce réflexe de la passivité. Mais en réalité, on n'est jamais récompensé pour notre docilité. En fait, ça n'existe pas. Et je trouve que cette histoire, elle est parlante parce qu'en fait, il y a un moment où il faut y aller. Une question que j'aimerais te poser un peu pour conclure toute cette partie et tous les conseils que tu as pu donner jusqu'ici, ça serait si on ramène toutes ces réflexions à ton expérience personnelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment est-ce que ces réflexions sont construites au fur et à mesure? Quels sont les événements à chaque fois qui ont poussé aussi à la construction de ces réflexions, l'arrivée de ces problématiques? Quelles sont aussi potentiellement des choses que toi, tu as essayé de mettre en place, que parfois tu n'as pas réussi à mettre en place ou parfois que tu as réussi à mettre en place? Et comment est-ce que concrètement, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu appliques toutes ces choses que tu as pu apprendre et toutes ces réflexions auxquelles tu as pu aboutir? Il y a eu beaucoup de moments un peu épiphanie, prise de conscience, quoi, depuis que j'ai commencé à travailler. Je pense que les premières vraiment prises de conscience un peu brutales, ça a été vraiment de constater dans mes premières années au Brésil que j'étais pas considérée de la même manière que mes collègues masculins. Quand on vous coupe la parole, quand on n'écoute pas ce que vous dites, quand on vous cantonne vraiment aux tâches un peu subalternes, surtout que moi j'étais dans un domaine où le but du jeu c'était de gagner de l'argent tous les jours. Donc quand on vous met d'office sur ce qui ne gagne pas d'argent, vous vous rendez compte assez vite qu'il y a quand même un problème, surtout quand c'est systématique et qu'on fait pas ça avec vos collègues. Donc tout ça, vraiment le fait de me... D'ailleurs, j'ai eu des moments de grand découragement parce qu'en fait, moi au début, je me disais, mais attends, tout ce que je peux faire, c'est bien faire mon travail et ça suffit pas. Et donc, j'ai dû un peu observer et comprendre comment je pouvais quand même essayer de tirer mon épingle du jeu. Ce qui m'a beaucoup aidée à cette époque, c'est que j'adorais mon job. J'étais vraiment allée le chercher. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvée là par hasard. Je suis vraiment allée à l'autre bout du monde pour chercher ce job-là. Et donc, j'étais aussi déterminée à y rester quand même un petit peu et à faire mon chemin, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidée, de pas me retrouver là par défaut. Je pense que si je m'étais retrouvée sur une voie un peu où j'en avais rien à faire, peut-être que j'aurais réagi différemment. Mais là, c'était pas le cas. Donc effectivement, j'ai observé. Alors, ce qui était génial, c'est que comme j'avais des collègues du même âge, je pouvais voir comment eux s'y prenaient. Par exemple, tout ce que je raconte dans le podcast sur la promotion de son travail, le fait de promouvoir par des petites choses, mine de rien, de manière informelle, d'aller voir son boss, de lui dire « Tiens, est-ce que tu as vu ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, au fait, j'ai fait ça, j'ai eu un tel au téléphone tout à l'heure, il m'a dit ça, donc on avance là-dessus. » En fait, des toutes petites choses très concrètes du quotidien. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace qu'avoir 2 grandes conversations dans l'année. Parce qu'en fait, on reste dans le paysage mental des gens, ils voient très bien ce sur quoi on travaille en temps réel, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, parce qu'eux-mêmes ont d'autres choses à gérer d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts pour se dire « Attends, lui, un tel, surtout quand ils sont, je sais pas, avec 5-6 personnes dans leur équipe, un tel, de qu'est-ce que je lui ai demandé, etc. » Donc en fait, ça leur facilite beaucoup la vie. Un jour, quand même, ça faisait peut-être 1 an que je travaillais, donc j'avais quand même déjà accumulé un peu de bagage, quoi, sur ce sujet d'être une femme pas forcément considérée comme mes collègues. Mon chef m'appelle un jour et me confie une espèce d'énorme travail, une espèce d'énorme étude. Je vous épargne les détails techniques, mais bon, j'avais 1 semaine pour faire une espèce d'énorme étude que j'avais jamais faite. Je savais pas du tout par quel bout la prendre. Je savais que ça allait me prendre la semaine. J'étais toute seule à devoir le faire, donc j'étais un peu... Bon, je me suis un peu dit, bon, c'est un peu le truc empoisonné, mais très bien. Donc je le fais. Je passe ma semaine là-dessus. J'étais hyper stressée, évidemment, toute jeune professionnelle, j'ai perdu mes nuits de sommeil là-dessus, etc. Et le lundi suivant, on arrive et je devais présenter les résultats de cette étude le lundi. Et alors, la réunion commence, se déroule normalement, et alors il y a tous les traders autour de la table qui parlent de leur stratégie pour la semaine et qui racontent, etc. Et puis moi, je vois leur tourner, parce que je savais que les marchés allaient ouvrir. Et je me dis, bon, moi j'ai environ 15 minutes, 20 minutes de présentation, c'est de toute manière mon chef qui m'a demandé de le faire, donc il va s'en souvenir. Et puis leur tourne encore. Et là, mon chef se lève et dit merci beaucoup, tout le monde, à la semaine prochaine. Et donc là,
je lève la main et tout. Je dis, attends, j'avais cette étude, tu me l'as demandé la semaine dernière, j'ai tout fait, vous voulez les résultats? Et là, il me dit, attends, Clara, on n'a pas le temps, là, on verra ça plus tard. Et là, j'étais tellement énervée, je pense. J'étais tellement agacée. Je pense qu'en plus, il y avait toute la pression qui retombait de la semaine, etc. Qu'en fait, je suis retournée à mon bureau. J'ai ouvert un mail. J'ai mis tous les résultats de l'étude dedans. Les graphes, les tableaux, etc. Et je l'ai envoyé à tous les traders du groupe. Mais même que je connaissais pas. Parce que, en plus, je trouvais que c'était du bon travail et j'étais sûre que ça allait les intéresser, en fait. Et donc, j'ai envoyé ça aux US, en Afrique du Sud, à Singapour. Enfin, vraiment, tous les traders du groupe l'ont reçu. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Clara Mollet de leur vie. Et donc, j'envoie ça. Et après, je me suis dit, mais tu es folle. T'es complètement folle, ma fille. Qu'est-ce que tu viens de faire? Ces gens-là n'en ont rien à faire de ton travail et tout. Et en fait, ce mail-là, il a changé complètement mon rapport à mon travail parce que c'était la première fois que je m'autorisais de faire quelque chose qu'on m'avait pas demandé. C'était la première fois que je prenais sur moi, que je prenais l'initiative de promouvoir mon travail, alors qu'en fait, personne ne m'avait autorisé à le faire, ne m'avait demandé de le faire, ne m'avait même signalé que ça l'intéressait que je le fasse. Et ça a tout changé, parce que du coup, j'ai pris conscience aussi du terrain de jeu énorme que j'avais face à moi, pour promouvoir mon travail, pour aller chercher moi-même les opportunités qui m'intéressaient, pour demander ce que je voulais, pour rencontrer les gens qui m'intéressaient, etc. Donc ça a été vraiment un moment un peu épiphanie où je me suis dit « Ah, mais attends, en fait, c'est comme ça que ça marche. Il faut que tu arrêtes d'attendre, en fait, là. Si tu as quelque chose d'intéressant à dire, dis-le, en fait. Si tu as quelque chose d'important à demander, demande-le. Et si les gens ne sont pas d'accord, s'ils ne sont pas contents, ça les regarde, en fait. Mais en fait, je voudrais aussi rassurer les gens qui nous écoutent. On ne perd pas un job parce qu'on a demandé une augmentation. On ne perd pas un job parce qu'on a promu son travail, hein. Et on arrive à la fin de l'épisode. Donc, la dernière question qu'on pose à tous nos invités, c'est quelle action je mettrais en place aujourd'hui pour changer le monde de demain, si on pouvait choisir juste une seule action? Moi, je crois que pour changer la société pour le mieux, il faut plus de femmes au poste de décision, aux postes qui ont le dernier mot, ce que je crois. Il y a de plus en plus de femmes à des postes importants, d'influence, mais encore trop peu aux postes qui ont les derniers mots, qui s'occupent des questions d'argent, de questions stratégiques ou de questions politiques, de postes de décision. Je trouve que là, il y a encore beaucoup de choses à conquérir et je crois que ce serait un levier de transformation profonde de la société. D'abord parce que je pense que les femmes, c'est important d'avoir plus de diversité à ces niveaux-là. Et en plus, pour une question d'exemple, en fait, et d'inspiration des générations suivantes, de cercle vertueux. Merci beaucoup Clara, merci pour toutes tes réponses et en fait toutes les idées, tous les insights que tu nous as donnés. J'aimerais bien continuer la discussion et continuer le débat, donc j'invite aussi nos auditrices à nous écrire et on peut continuer tous les questionnements et toutes les idées qu'on a discutées dans cet épisode. Donc trop hâte de voir ce que nos auditrices vont nous raconter et merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour toutes vos questions très intelligentes qui m'ont fait réfléchir. C'était très très intéressant. Merci. Merci d'avoir écouté Cash Confidence. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à nous écrire, nous sommes toutes concernées. On répond à tous les messages privés sur nos comptes Cash Confidence, à retrouver sur Instagram, TikTok et LinkedIn. Et si vous avez aimé l'épisode et souhaitez nous aider, le mieux c'est d'en parler à un maximum de femmes et d'hommes autour de vous. Vous pouvez aussi nous faire part de vos questionnements, de vos difficultés. Est-ce que cette interview vous a vraiment aidé? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets? Toutes vos remarques sont les bienvenues. Construisons ce podcast ensemble. Le prochain épisode, c'est dans 2 semaines. D'ici là, on n'oublie pas, l'argent n'est pas un tabou. À bientôt!